Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans l'actualité hardware de la semaine. Il y a pas mal de choses à passer en revue. Surtout, regardez le sujet qui vous intéresse dans la table des matières. Je l'ai faite rien que pour vous. Et bien sûr, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés de cette semaine. Merci à vous de vous être abonnés, c'est vraiment cool. Et puis nous, on se retrouve juste après la sponsor. Et on va commencer par des jeux gratuits. Tu as besoin d'une clé Windows ou d'un pack Office? Je t'invite à visiter le site Godil24, un des meilleurs sites de vente de clés OEM en Europe. Choisis le Windows qui te convient, ajoute-le à ton panier, mais avant de payer ta commande, n'oublie surtout pas de valider ton code de réduction de 50%, LPC50. Ensuite, tu passes au paiement et tu reçois ta clé Windows instantanément sur ton mail. Tu as envie d'aller plus loin? Choisis le pack Office qui te convient. Suis exactement la même procédure, mais cette fois-ci, active ta réduction de 62% avec le code LPC62. Godil24, c'est le site de clés 100% légal à connaître. Si vous êtes un grand fan de jeux d'aventure, n'oubliez pas, Dragonnage Inquisition est gratuit jusqu'au 23 mai 2024. Et oui, il vous reste une journée pour le retirer gratuitement sur Epic Game Store. C'est un excellent jeu d'aventure. En plus de ça, vous avez le jeu de base, plus pas mal de DLC gratuits avec le jeu gratuit. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur l'Epic Game Store. Vous allez passer pas mal d'heures pour pouvoir le faire. Moi, je l'ai fait entièrement sur Xbox 360. Et oui, ça date un peu. Mais ce n'est pas fini. Vous avez encore 4 jeux gratuits sur Steam. D'ailleurs, un qui est vraiment excellent, c'est Endless Legend. Si vous aimez les jeux de stratégie en 4X, je vous le conseille. Il est vraiment tip-top. Le deuxième jeu, c'est What the Fog, un petit jeu de plateforme, de tir, qui est plutôt sympathique et vraiment bien coloré. Après, vous avez 100% Orange Duels. Alors là, c'est vraiment un tout petit jeu à retirer sur la plateforme Steam le 22 mai à 19 h, donc demain. Et le dernier, Machina Museum. Donc là, c'est plutôt un jeu d'énigmes, de puzzles à résoudre. Ça sortira gratuitement le 27 mai à 19 h et toujours sur la plateforme de Steam. Bon les amis, avant de parler des spécifications de la 5060 Ti, je voulais revenir sur une grosse arnaque. Je ne vous parle pas d'une arnaque du Bon Coin ou de Witch ou des trucs bizarres comme ça. Non, 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 non. Je vous parle d'une arnaque de chez Asus. J'agrandis la photo. Pour résumer la petite histoire, vous avez acheté une 4090, vous voulez brancher votre connecteur 12VHP-WR et malheureusement la languette qui est juste au-dessus du 12VHP-WR casse. Et là, vous vous dites, au lieu de mettre un petit point de colle avec de la superglue pour recoller, eh bien, on va passer par le SAV d'Asus, ce qui est plutôt logique. Eh bien, figurez-vous que Asus a déterminé que pour cette petite languette en plastique qui vient juste de casser, eh bien, ils allaient facturer la réparation 3760 $. Alors, vous le savez, je suis aussi réparateur électronique et des 12VHP-WR, j'en ai changé un petit peu quand même. Je travaille que pour les professionnels et non pour les particuliers. Quand je facture à un professionnel pour un connecteur, je le facture 110 €. 3760 $. Je me dis que je pourrais faire un petit peu plus de marge à l'avenir. Alors honnêtement, c'est juste aberrant. En espérant que le SAV s'est trompé et qu'il va revenir en arrière, parce que pour un petit bout de plastique à 3000 boules, ça commence vraiment à faire très cher. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'attends vos commentaires avec impatience. Si on parlait maintenant de RTX 4050, mais pas n'importe laquelle, je pense qu'on va assister à une petite révolution dans le genre. Pourquoi? La RTX 4050 M.2. Oui. Aujourd'hui, les 4050 ou les 4060, même d'autres cartes graphiques, quand vous achetez un laptop, donc un PC portable, généralement, ces APU ou ces cartes graphiques, entre guillemets, sont soudées sur la carte mère. C'est-à-dire qu'à un certain moment, eh bien, votre PC portable sera obsolète, ne fera plus passer les jeux ou alors de gros logiciels de montage 3D, par exemple. Aujourd'hui, on est sur un petit bouleversement. Tout simplement parce qu'au lieu de souder l'APU ou la carte graphique sur la carte mère, on va la mettre à la place des ports M.2 d'un SSD. Ça veut dire quoi?
Ça voudrait dire juste que la carte graphique serait amovible et peut-être dans un avenir proche, acheter des mini cartes graphiques pour les PC portables et qu'on puisse changer nous-mêmes notre carte graphique pour pouvoir upgrader nos PC portables pour qu'ils deviennent de moins en moins obsolètes à l'avenir. Donc à la place, quand vous regardez bien les photos, eh bien on a le Ranxiana, donc le NVMe, le SSD, et on vient y brancher sur les 3 connexions du Ranxiana, du M.2, eh bien la nouvelle carte graphique. Et je pense que c'est un point très très important, car généralement les cartes graphiques aujourd'hui sont montées en MXM, donc soudées. Vous ne pourrez jamais la changer. Et là, c'est la révolution qui est en marche. Et je pense que ça va être très bénéfique d'un point de vue financier pour les joueurs, puisqu'ils vont pouvoir upgrader leur PC portable, et aussi un bon geste pour la planète. À savoir qu'il y a une RTX 4060 qui est aussi prévue dans ce sens-là, et au fur et à mesure qu'on va avancer dans les mois, dans les années, je pense que ça va être vraiment tip-top. Une question, est-ce que vous êtes en train d'économiser pour remplacer votre carte graphique vieillissante par une RTX 5060 Ti, voire une RTX 5060 de nouvelle génération, avec un DLSS 4.0 ? Eh bien aujourd'hui, on a quelques spécifications, mais je dis bien spécifications possibles. Ce ne sont encore que des rumeurs. Si vous avez fait un peu de recherche sur les fameuses RTX 5060, vous avez vu sur le net à boire et à manger. Par contre, celle-ci serait, à mon goût, peut-être possible. On va les voir ensemble. Apparemment, selon les rumeurs, on aurait une RTX 5060, soit avec un GB206 ou alors un GB204. Et le GB204, pour rappel, c'est la RTX 5070. Dans ce cas, si on a un GB204, eh bien, il sera castré pour se différencier d'une 5070 et se différencier aussi de la 5060. Donc, la 5060 Ti sera légèrement plus puissante qu'une 5060 de base, logiquement, et moins puissante qu'une 5070. Pour l'instant, honnêtement, il n'y a pas vraiment de choses qui changent, puisqu'on l'a vu par le passé. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est que le noyau graphique, si on a un GB204, sera fabriqué en 4 nanomètres de chez TSMC. Pour l'instant, ça on le savait. 48 unités SM, 6144 shredders à des vitesses qui comprennent entre 2,8 et 3 GHz. Donc c'est quand même une belle petite avancée. 192 unités de texture, 64 unités de rasterisation, 44 cœurs RT de 4e génération, 192 noyaux Tensor de 5e génération, un bus de 192 bits, 12 Go de mémoire GDDR7 à 28 bits par seconde. La bande passante va passer à 672 Go par seconde et 48 MB de cache L2. Comparé à une 4060, qu'est-ce que ça pourrait donner? Ils nous disent que si Nvidia utilise cette configuration, la 5060 Ti aura un nombre de shredders bien plus important qu'à 4060 Ti, puisque la première aurait 6144 shredders, comme il est indiqué dans le tableau, et la seconde 4352 shredders. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une belle différence. Évidemment, celle-ci aura également plus d'unités de texture, plus d'unités de rasterisation, et bien sûr plus de RT Core pour le ray tracing. D'autres différences importantes qui affecteraient considérablement les performances sont le bus mémoire qui passerait de 128 à 192 bits. Encore une fois, on a une belle différence. Et l'augmentation de la mémoire cache L2 de 32 MO pour la 4060 Ti à 48. Encore une fois, on aurait une belle augmentation. Tout cela rendrait la 5060 Ti beaucoup plus puissante que la 4060 Ti et honnêtement, on l'espère. Et elle pourrait évoluer de manière optimale en 1440p. Et là, on ne parle même plus du 1080p. Et honnêtement, aujourd'hui, le 1440p commence à se démocratiser puisque les écrans deviennent de moins en moins chers. En termes de consommation, et j'espère que cette rumeur sera fondée, puisque aujourd'hui, vous savez que l'électricité coûte de plus en plus cher, la 5060 Ti consommera à peu près pareil, voire un peu plus qu'une 4060 Ti. On parle d'un TGP de 160 à 185 watts. Maintenant, si on fait un point sur les rumeurs, la 5060 Ti, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir? Elle sera plus puissante qu'une 4060 Ti puisqu'on pourra jouer en 1440p.
Au niveau de la consommation, on serait plus ou moins équivalent à une RTX 4060 Ti. Maintenant, au niveau de termes FP32, donc en teraflops, à 36,86 teraflops. Ce qui est vraiment pas mal, puisque la 4070 Super, on est à 35,48 teraflops. Donc, on a quand même une légère augmentation. Maintenant, ce qui est vraiment très intéressant, c'est de jouer en 1440p. Donc, imaginez que vous avez un bon écran en 1080p à 240 Hz. À mon avis, quand vous allez jouer à Call of Duty, vous allez avoir quand même pas mal de FPS en supplément par rapport à une 4060 Ti. Maintenant, le nerf de la guerre, le prix. Moi, j'attends le prix avec impatience. Alors, est-ce que ça sera beaucoup plus cher qu'une 4060 Ti? Ou alors exactement le même prix? Ça, je pense qu'il va falloir vraiment attendre la sortie de ces cartes graphiques pour vraiment connaître le prix. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Honnêtement, je ne sais plus quoi en penser. Un jour, on nous dit la 5090 va débarquer en premier et ensuite la 5080. Et ça s'est vu par le passé, par la 4090, la 4080 et ainsi de suite. La semaine dernière, je vous disais, eh bien non, la 5080 va débarquer en premier et quelques semaines plus tard, la 5090. Eh bien aujourd'hui, ça a encore changé. Alors je ne vais pas tout repasser en revue parce que ça va devenir rengaine et je ne vais pas vous infliger ça. Mais apparemment, la 5080, elle sortirait finalement en même temps que la 5090. Apparemment, Nvidia voudrait faire un lancement groupé de ces deux cartes pour le plus haut de gamme de ces cartes graphiques. Et par la suite, bien sûr, on aurait en 2025, au premier trimestre, des 5070, des 5060 Ti qu'on vient juste de parler. Et par la suite, on aurait les autres qui devraient arriver, mais dans l'entrée de gamme. Donc, est-ce que la semaine prochaine, ça va encore changer? Eh bien, écoutez, je vous invite à regarder le Tech Actu de la semaine prochaine. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque TLC, TLC est une marque chinoise qui a débarqué en Europe en nous présentant en fait des télévisions LCD, ainsi de suite, des Smart TV, vraiment pas trop chères, abordables au niveau du prix, mais avec une très bonne finition et surtout avec pas mal d'innovations dedans. Aujourd'hui, TSLC va nous présenter une dalle pour les PC gamers, puisqu'ils sont en train d'envahir aussi tout ce qui est hardware. Et on va avoir une dalle 4K 1000 Hz. Vous avez bien entendu 1000 Hz. La première chose qu'on peut se poser comme question, à quoi ça va servir? Si vous recherchez un écran très rapide, vous pouvez remarquer sur certains sites de vente, on nous propose des écrans entre 500 et 600 Hz, mais juste en 1080p. Car aujourd'hui, aucune marque n'est capable de faire des 500-600 Hz en 1440p, voire en 4K. C'est toujours du 1080p. Alors, je repose la question, pourquoi faire 1000 Hz? Quand on passe de 60 à 144 Hz, effectivement, on a quand même un beau cap et on voit la différence. Mais quand vous passez de 144 Hz à 200 Hz, par exemple, vous voyez la différence? Moi, personnellement, je ne le vois pas. Mais là, 1000 Hz, à quoi ça sert? Déjà, il va falloir la carte graphique pour le faire tourner, le PC pour le faire tourner, et sur quel jeu? Et en plus, les jeux sont vraiment très mal optimisés. Donc, est-ce que ça va changer le gameplay? J'en suis pas si sûr. La PS5 Pro n'est pas encore sortie et on en a parlé la semaine dernière et j'ai eu le malheur de la comparer à une RTX 4070. Qu'est-ce que j'ai pas fait là? Je me suis fait insulter dans les commentaires par les bas de plafond, pas les gens normaux, mais juste les bas de plafond. Aujourd'hui, Sony pense déjà à la PS6 et ça va être un chamboulement du tout au tout. Aujourd'hui, nos consoles, même les next-gen qui devraient sortir, donc la PS5 Pro, la Xbox Series Pro par exemple, parce qu'on ne sait pas encore son nom définitif, tournent sur des processeurs x86. Aujourd'hui, Sony nous dit que la prochaine génération de consoles se fera avec des processeurs ARM. En gros, qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? Comme il est dit, grossièrement, l'architecture ARM est actuellement en plein essor par rapport à x86. La première favorise l'économie d'énergie, la vitesse de calcul et la stabilité au détriment de la puissance brute, apanage de la seconde. Les processeurs ARM ne cessent, cela dit, de se développer et s'attirer les faveurs des constructeurs. C'est notamment le cas d'Apple pour ses Mac
et a priori de Microsoft s'agissant de la prochaine itération de console Xbox comme la série 2. D'après Microsoft, celle-ci proposerait d'ailleurs le plus grand bond technologie jamais vu dans une génération de consoles. Faut-il croire à cette rumeur? Moi, je vais vous donner mon avis. Et vous me donnerez le vôtre, bien sûr, dans les commentaires. Pour mon avis, je pense que les consoles seront de plus en plus puissantes. Est-ce que maintenant, elles vont remplacer les PC en termes de puissance, ou voire même l'équivalent d'un PC? Non, je ne pense pas. Pourquoi? Les consoles coûteront beaucoup moins cher qu'un PC gamer. Mais les PC gamers qui coûtent beaucoup plus cher seront toujours plus puissants, et ce qui semble logique, vous payez plus cher pour avoir plus de puissance par rapport à une console à 600 boules. Et ce qui est vraiment logique. Mais le point fort d'une console, comme je viens de vous l'expliquer, c'est son prix. Aujourd'hui, le PC gamer est réservé, on peut le dire, on ne va pas se le cacher, pour une élite. Les gens qui ont des petits moyens sont en train de survivre avec leur PC gamer. Car aujourd'hui, acheter une carte à 600 boules, ça coûte quand même assez cher. Oui, ça sera plus performant, mais ça coûtera plus cher. Maintenant, les gens qui ont par exemple 2 enfants, ils vont pas pouvoir acheter 2 PC à 1500 boules, ou alors il faut avoir les moyens. Mais ce n'est pas le cas d'un ouvrier qui gagne le SMIG. Alors pourquoi pas se rabattre sur une PlayStation 6, une Xbox Series 2, voire même une console hybride. Ça ressemble à une PSP, mais c'en est pas une. C'est la marque Aine, si ça se prononce comme ça, nous fait une petite PSP, on va dire entre parenthèses, avec un écran mini LED qui va peser 320 grammes. Et cette console sera vraiment dédiée pour le rétro gaming. Donc je ne pense pas qu'elle va coûter super cher. Après, voilà, c'est juste pour les gens qui aiment le rétro gaming et elle ne fera rien d'autre apparemment. Mais voilà, comme je vous disais la semaine dernière, dans le monde des consoles hybrides ou alors consoles PC, ça bouge énormément. Vous allez voir la suite. Ça ressemble à une PSP et cette fois-ci, c'est bien une vraie PSP. En fait, Sony sera en train de préparer une nouvelle console de nouvelle génération avec la PSP numéro 2. Alors je sais, on a eu le droit au PS Portal, mais pour jouer, il fallait absolument une PS5, tandis que là, on aurait vraiment une console, on va dire, indépendante des consoles de salon. Et ça, c'est vraiment très bien. Le seul petit hic. Dans certaines sources, il est dit, en revanche, d'après les sources, son intérêt serait assez limité par rapport à la concurrence. Ça veut juste dire que Sony nous prépare une console, en gros, sans intérêt. C'est-à-dire que cette console sera une évolution de la Switch de chez Nintendo, mais par rapport à la concurrence, on n'aurait pas les mêmes performances, on n'aurait pas les mêmes écrans, on n'aurait pas le même taux d'affichage, donc FPS. Donc en gros, pourquoi nous sortir ce genre de plateforme? Peut-être pour faire du rétro gaming, par exemple sur la PS1, la PS2, la PS3, la PS4, peut-être. Mais en tout cas, ça semble pas bon au niveau de la puissance. Gavé de mémoire, la Switch 2 profiterait de textures plus fines que sur la Xbox Series S. Honnêtement, quand vous lisez ça, ça donne vraiment l'eau à la bouche. Mais il y a un petit problème. C'est que Microsoft, lui, est en train de préparer la suite de la Xbox Series S numéro 2. Donc ça va poser un petit problème à la Switch 2. En même temps, on est habitué que Nintendo nous fait toujours des consoles beaucoup moins puissantes que la concurrence et joue plutôt sur le profil, en fait, utilisation, puisqu'on peut jouer vraiment à plusieurs, et surtout au niveau du prix. Et bien sûr, sur la nostalgie des jeux, puisqu'on aura le droit encore à un nouveau Mario, un nouveau Zelda, un nouveau Castlevania, et ainsi de suite. Et Nintendo réagit toujours comme ça quand il sort une nouvelle console. On va rentrer un peu plus dans les specs. Ce ne serait pas étonnant, Nintendo ayant l'habitude de proposer des consoles avec des fonctionnalités intéressantes plutôt que centrées sur la puissance brute comme les consoles de Sony ou Microsoft. Cependant, de nouvelles informations suggèrent que la Switch 2 pourrait être plus performante que la Xbox Series S sur certains points. La console du Nintendo sera équipée de 12 Go de RAM en LPDDR5X en comparaison des 10 de la RAM en GDDR6 de la Xbox Series S. Cela signifie qu'en théorie, la Switch 2 pourrait offrir une qualité d'affichage supérieure, notamment en ce qui concerne les textures de jeu. Mais attention,
Nintendo s'appuie beaucoup sur le DLSS de Nvidia. De plus, il est possible que les jeux de la console soient compatibles avec le DLSS de Nvidia. La technologie de scaling pourrait également creuser l'écart avec la machine de Microsoft. En revanche, il vaut mieux prendre ces informations avec précaution. Comme vous le savez, et je le redis, ce ne sont encore que des rumeurs. Si on reprend le tableau, en CPU, on a un Nvidia Tegra X1. Le GPU Ada Lovelace en 4 nanomètres. La mémoire, on vient de le dire, 12 Go. En stockage, 256 Go en stockage interne, potentiellement. Et peut-être qu'on aurait le droit à changer le NVMe ou alors mettre une carte SD dessus. En écran, LCD 8 pouces. Ouais, je vous avais bien compris, LCD, en sachant qu'ils ont fait une Switch OLED. Pourquoi pas faire une Switch 2 OLED? Et la résolution pourrait monter en 4K en mode docké avec DLSS. Donc, comme vous pouvez voir, il s'appuie vraiment sur le DLSS. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, puisque le DLSS, comme vous le savez, tourne vraiment très bien. Maintenant, c'est Nintendo, ça me fait quand même assez peur. Et ce ne sont encore que des rumeurs. Et de toute façon, ça ne sortira pas avant 2025. Donc les rumeurs risquent de changer d'ici quelques semaines, voire quelques mois. Ça ressemble à une Rogue Ally, mais encore une fois, ce n'est pas une Rogue Ally, c'est une Advance X Play. Alors honnêtement, la Rogue Ally est beaucoup plus puissante puisqu'on a un APU Ryzen Z1 série, voire même Z1 Extreme. Et là, on va utiliser un Ryzen 7 7840U, qui est vraiment quand même pas mal, hein, on va pas se le cacher, un Ryzen 7 c'est vraiment pas mal. On pourra jouer en 1080p, 120 Hz, avec une dalle IPS. Donc au niveau de la colorimétrie, ça sera vraiment tip top. Quand vous regardez comme ça, vous vous dites « Oh, t'as acheté une Rogue Ally ?» Non, non, pas du tout. C'est exactement la même forme. En plus, on va pas se le cacher, elle est plutôt assez stylée. Mais il y a quand même pas mal de choses qui changent. Parce que si on la compare à une Rogue Ally, par exemple, l'Advance X Play, on aurait un Ryzen 7 7840U contre le Z1 Extreme de la Rogue Ally. Bon, déjà avec un Ryzen 7, franchement, ça devrait vraiment bien tourner. On est sur des écrans de 7 pouces, tous les deux à 120 Hz, dalle IPS. Pour la mémoire, on est entre 16 et 32. Là, vous aurez le choix de choisir votre mémoire en fonction de votre budget aussi pour l'Advance X Play. Donc, on sera toujours sur la DDR5 LP DDR5X à 7500 MHz contre 16 Go pour la DDR5 de base à 6400. Donc là, on a quand même une progression. Pour le stockage, on aura le droit pour la X-Play 512 1 Tera 2 Tera contre 512 en SSD pour la Rogue Ally. En batterie, on aura une plus grosse batterie sur la X-Play, donc 50 Wh contre 40 Wh. Donc là, il y a quand même une belle différence. En sachant que le Z1 Extreme consomme énormément de watts, je pense qu'on passe la barre des 30 watts. Donc, à voir avec le Ryzen 7 7840U devrait consommer un peu moins. Donc, au niveau de l'autonomie, ça sera quand même mieux. Concernant les prix et la date de sortie, pour la date de sortie, c'est mai 2024, mais pour l'instant, je n'ai absolument rien vu et pourtant, j'ai bien cherché. Pour le prix, on serait en dessous des 625 $. Et attention, rappelez-vous, hein, en juin 2024, va sortir la Rogue Ally X. Donc, en fait, une mise à jour de la Rogue Ally, on en a parlé la semaine dernière, 800 $. Et la Rogue Ally de 2023, eh ben, c'est 600 $, 700 $, voire même 800 $. Donc, je pense que la X-Play a vraiment des chances de s'imposer contre la Rogue Ally. En tout cas, j'essaierai de m'en procurer une et voir un peu ce que ça donne vraiment. Eh bien oui, il n'y a pas qu'NVIDIA et AMD qui se mettent dans le marché des consoles hybrides ou consoles PC. Intel se met à fond dans le projet. Et encore une fois, s'il se met à fond, c'est qu'il y a vraiment des gros sous à se faire. La marque qui a choisi Intel s'appelle le Weibu et le nom de code, c'est le GP10. Donc le GP10 est un grand ordinateur de poche de jeu de 10 pouces,95. En fait, un 11 pouces. Doté d'un écran tactile de 1920 par 1200 à 120 Hz. L'appareil est équipé de la mémoire LPDDR5X qui, comme beaucoup devraient le savoir, est une concession Luna Lake Memory on Package MOP. En d'autres termes, la mémoire n'est pas évolutive et n'est pas non plus soudée à la carte mère.
Comme ça, vous pourrez choisir entre le pactage 16, 32, mais sachez que ça peut monter jusqu'à 64 Go. Apparemment, ça le supporte. Elle prendra en charge aussi un SSD M.2 en 2280, donc ça c'est plutôt cool puisque sur la Steam Deck c'est des tout petits SSD qui coûtent un petit peu plus cher. Il existe également un USB type 4 type C, donc pour la rapidité des transferts ça va être vraiment nickel. Une prise audio, normalement c'est pas précisé mais ça doit être un 3.5 en jack, et un emplacement pour une carte SD. À bord, il y aura le Wi-Fi 5 et le 6E, donc vraiment toutes les dernières générations. On aura Intel Lunar Lake et XE ou 10E de BattleMage. Donc ça peut être vraiment très très sympathique. Maintenant, attention, on ne connaît pas encore le prix et je pense que tout sera dévoilé au Computex 2024, donc au mois de juin. Et j'ai hâte d'y être. Là, attention, c'est une grosse exclue. La nouvelle console Xbox en 2026, de toute façon, on savait que Xbox préparait une nouvelle série S et une nouvelle série X numéro 2, mais la plus grosse annonce, c'est avec le nouveau Call of Duty qui sortira en 2026. C'est-à-dire que les gens qui sont sur la plateforme Xbox pourront bénéficier avec le Game Pass du nouveau Call of Duty et sans l'acheter. Bien sûr, il y aura un abonnement à payer, mais c'est toujours mieux que de l'acheter, puisque généralement les Call of Duty, quand vous le payez 60 boules, au bout de 2 semaines, en tout cas pour ma part, j'arrête d'y jouer parce que ça me gonfle, surtout avec le SBMM. Donc apparemment, les ventes de Xbox Series S se portent très très bien. Par contre, la Xbox Series X, eh bien, c'est un petit peu plus dur. Et face à la PS5, c'est vrai qu'il y a vraiment une très grosse différence au niveau du marché. Alors bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, on n'a pas de spécifications concernant cette nouvelle console qui sortira en 2026. À mon avis, ça sera à peu près comme la PS6, puisque de toute façon, Sony et Xbox ont exactement les mêmes processeurs, les mêmes APU graphiques. Il y a quelques différences au niveau du SSD et au niveau de la VRAM, mais en gros, c'est quasiment la même console. Maintenant, on a une autre Xbox X Digital qui va être en approche. En gros, ça sera la Xbox Series X Pro, comme la PS5 Pro. Et la voici, elle est plutôt sympathique. Elle est toute blanche et comme vous pouvez voir, il n'y a plus de lecteur DVD Blu-ray. Et c'est plutôt intéressant d'avoir une digitale, car les lecteurs Blu-ray, que ce soit chez Xbox, chez Sony, sont de bas de gamme. Pourquoi? Tout simplement pour réduire les coûts et avoir un petit peu plus de marge au niveau des ventes. D'ailleurs, mon Blu-ray qui est installé sur la Xbox, il a dû marcher 3 fois et aujourd'hui, il est en panne. Je vais devoir le changer, je pense que je le ferai le mois prochain quand j'aurai un peu plus de temps et je ferai sûrement une vidéo dessus. Donc, c'est vraiment pas mal qu'elle soit digitale. Le seul petit bémol que je pourrais trouver à cette console, c'est qu'on reprend exactement le même design que la série X de base. Le gros problème, c'est que c'est un i à poussière. Donc j'aurais préféré avoir un nouveau design, peut-être un petit peu plus étriqué, et revoir un peu en fait l'évacuation et l'entrée d'air, parce que c'est vraiment une horreur sur cette console. Pour ceux qui tombent sur des cartes mères AM5, sachez qu'il y a des mises à jour BIOS à faire. Le dernier en date, c'était Gigabyte qui a sorti le dernier BIOS pour mettre à jour ses cartes mères pour accueillir le futur Ryzen 9000. On ne va pas revenir sur les spécifications des Ryzen 9000, on l'avait déjà fait plusieurs fois dans les Tech Actu et ça va devenir redondant, mais sachez qu'en juin, donc au Computex, Lisa Su va en parler et va nous divulguer en fait la date de sortie. Donc ça arrive très bientôt. Mais sachez une chose, si vous avez des anciennes cartes mères AM5, même si vous mettez à jour votre BIOS, vous ne pourrez pas profiter de certaines spécificités de ces nouveaux processeurs. Donc, si vous voulez avoir le full, il va falloir passer par une nouvelle carte mère AM5 et ça, c'est un peu dommage. Concernant les RX 8000, donc les dernières cartes graphiques de chez AMD, qui devraient sortir en entrée de gamme et en milieu de gamme, rien de bien nouveau. On a un petit leak du 16 mai 2024 qui nous redit exactement la même chose qu'on a vu la semaine dernière et la semaine d'avant. Tout ce qu'on sait, c'est que les prix seront vraiment contenus et apparemment, en entrée et en milieu de gamme par rapport à la concurrence, ça va être vraiment extraordinaire. Donc, écoutez, j'ai hâte d'être au mois de juin pour voir un peu les prix officiels et bien sûr les specs et surtout les tests.
Je ne pouvais pas passer à côté des prochaines générations de chez Intel au niveau des processeurs, l'Ultra 5 238V et l'Ultra 5 234V. En gros, l'Ultra 5, on retrouve un processeur avec des gros cœurs et des petits cœurs. Pour l'instant, rien ne change. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, et là, on n'aura quasiment plus de latence, c'est qu'Intel va incorporer 32 Go en LPDDR5X. Donc, en gros, de la RAM qu'on retrouve aussi dans les consoles. Donc, ça va permettre à avoir un débit exceptionnel et apparemment, ils nous disent qu'il n'y aurait plus de latence. Il faut savoir que le Ultra 5 234V, lui, n'aura pas 32 Go de LPDDR5X, mais 16 Go. Alors maintenant, sur le papier, ça a l'air vraiment tip-top. Personnellement, j'attends les tests avec impatience parce que je pense que rajouter 16 ou 32 Go en LPDDR5X, ça doit apporter vraiment un boost supplémentaire. Peut-être pour des gros logiciels de montage, un i5 suffira largement au lieu de passer au i9. Voir aussi ce que ça donne et ce que ça apporte en amélioration au niveau des jeux. Il faut savoir que le truc le plus intéressant encore sur ce genre de processeur, c'est qu'on a un iGPU BattleMage X2. Donc là, à mon avis, pour faire tourner les jeux en 1080p, est-ce qu'il ne faudrait plus de carte graphique? Intel nous avait promis de travailler sur la partie graphique de ses processeurs. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Maintenant, attendons les tests avec impatience.